Monsieur Paco réfléchit depuis des années à notre rapport à la ville, à l'urbanisation, au mode d'habiter. Son intervention aujourd'hui s'intitule Urbanisation et coopération, un titre certes très sobre, mais qui cache une réflexion, je pense, assez profonde sur la géohistoire des relations territoires et coopératives, des expériences contemporaines et des mutations écologiques des coopératives. En fait, c'est l'occasion peut-être de se demander au fond, quelle ville voulons-nous vraiment? Monsieur Paco, je vous donne la parole et merci beaucoup d'intervenir aujourd'hui. Bah, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. C'est jamais très facile de de s'adresser à un public, que je vois sur mon écran, mais que je ne ressens pas. Voilà, donc j'espère que je ne serai pas non plus trop à côté de la plaque par rapport aux précédents exposés de la matinée. Je voudrais commencer par, simplement mentionner le fait qu'on oublie trop souvent que le mot habitat est un terme de la botanique qui pénètre nos dictionnaires en 1808 dans la langue française et qu'un jeune Américain qui étudie la philosophie à l'université allemande de Strasbourg en 1900, car Strasbourg est allemande à ce moment-là, va lire un livre d'un botaniste danois qui s'appelle Eugenius Warming, qui s'appelle «L'écologie des plantes» et dans ce livre, il va repérer des mots qu'il va introduire dans les sciences humaines et sociales par la suite. Ces mots sont très importants pour nous, c'est habitat, co territoire, coopération, acclimatation, individu et société. Pour pour les sociologues, pour les historiens, tous ces mots, c'est des termes communs de leur vocabulaire, mais faisons la géohistoire de ces termes. Et ce Robert Park dont je vous parle est très connu parce qu'en 1915, il devient le responsable du département de sociologie de l'université de Chicago et donc il sera considéré comme le fondateur de l'école de Chicago d'écologie humaine. Donc vous voyez, ce n'est pas n'importe qui et c'est effectivement par lui que ces termes s'introduisent dans notre vocabulaire. Et pour nous, c'est très important parce que l'habitat, c'est le lieu propice à la production et à la reproduction d'une espèce végétale, puis plus tard, d'une espèce animale et enfin des humains. Ce qui montre à quel point, dans l'histoire des mots elle-même, que nous sommes, nous, humains, des êtres vivants, à l'instar des plantes ou des animaux. Nous partageons la même nécessité, j'allais presque dire vitale, d'avoir un habitat et d'avoir un territoire. Alors, au moment où nous réfléchissons tous à l'écologie, c'est très important, me semble-t-il, de rappeler ces notions-là qui s'inscrivent la vie humaine au sein du monde du vivant, donc avec les non-humains, et qu'il nous faut sans cesse ménager notre milieu et que l'habitat coopératif dont je parlerai tout à l'heure va y contribuer, bien évidemment. Je n'utilise plus le mot urbanisme depuis longtemps, je dis ça pour Isabelle, parce que j'ai compris que l'urbanisme était le moment occidental et masculin de la fabrication de la ville productiviste et qu'il nous faut rompre avec cette façon de faire. De la même manière, je n'utilise plus le mot aménagement, qui est un terme de la technocratie française, mais pas seulement, et je lui préfère le mot ménagement, qui vient du vieux verbe français manoir, qui a disparu, et qui se rattache à un autre verbe qui est ménager, qui signifie prendre soin. Et donc je crois que nos activités d'humains consistent à prendre soin de quoi et de qui? Des gens, des lieux et des choses. Et donc là aussi, la manière d'édifier son logement va participer à ce ménagement, ou bien au contraire, va s'y opposer. Et donc nous serons à ce moment-là dans quelque chose d'inhabitable. Le mot logement lui-même dérive du terme loge, qui est un abri de bronchage. Et ce verbe loger apparaît au XIIe siècle seulement, pour désigner le fait de s'établir quelque part, de s'installer quelque part, de chercher un endroit propice à sa propre existence. Et l'on a évidemment des formules que vous connaissez, qui sont quasiment des adages populaires.
être rangés à la même enseigne, par exemple. Et ben voilà, ça nous montre que nous partageons les mêmes conditions. Le logement a d'abord été un campement des troupes, avant de rassembler simplement des êtres humains comme nous. Alors, cette, habitabilité, c'est la qualité de l'habitat. Et là, c'est quelque chose de très important et qui se manifeste principalement au 19e siècle. Nous avons très peu d'études sur la qualité du logement avant le 19e siècle. Et je vais donner quelques exemples, quelques noms, mais que vous connaissez certainement, parce qu'ils ont réfléchi beaucoup à ça, ils ont écrit sur ces questions-là. Je pense à Jean-Baptiste André Gaudin, qui est un inventeur, un industriel, qui a inventé le fameux poêle Godin que nous connaissons pratiquement tous et qui a créé, car il était d'obédience fourriériste, il a créé un familistère à Godin à Guise pardon, dans l'Aisne, à côté de Saint-Quentin en France et il a publié un livre très important qui s'appelle «Solutions sociales» en 1871, dans lequel il fait l'historique des abris des différents humains et ceci à l'échelle internationale. Et donc il va aussi bien parler des igloos que des grottes, que des tentes et cetera. Et c'est très important parce que, il en arrive à décrire la situation de l'habitat rural en France, qui est une situation désastreuse. Les terres, les maisons sont, insalubres, les maisons sont sans aucun confort et donc il va considérer que la dignité humaine, la dignité de chacun passe par, le confort. C'est-à-dire le mot confort qui lui-même vient du vieux verbe français réconforter et donc le confort, ce n'est pas des normes, plus ou moins luxueuses d'habitation, c'est le fait d'être réconforté par un abri qui vous protège. Et donc cette protection-là, pour lui, est essentielle. On ne peut pas être bien dans sa peau si on n'est pas bien dans son logement. Et c'est pour ça qu'il va inventer ce familistère que vous pouvez visiter. Il est encore, en bon état. Et là, vous serez surpris de voir à quel point il était attentif à la bonne aération des appartements, par exemple, à la présence, d'un chauffage individuel et cetera. Bon, bref, Jean-Baptiste André Gaudin est donc quelqu'un qui va, se préoccuper de manière coopérative, précisément, du logement. Il y a un autre auteur, contemporain de Baptiste de Jean d'André Gaudin qui s'appelle Friedrich Engels. C'est le pote de Marx, comme vous le savez et il va, publier des articles en allemand en 1872 dans une revue, enfin, révolutionnaire et il va les rassembler en 1887 sous le titre de «La question du logement». C'est pour vous dire que la question du logement n'est pas quelque chose qui traverse tous les siècles. Elle devient là, fondamentale et devient une revendication populaire, une revendication syndicale, une revendication politique. Et dans ce livre-là, Engels attaque Proudhon. Je serai obligé de revenir sur Proudhon tout à l'heure parce qu'il est à l'origine du mouvement coopératif, du moins en France. Eh bien, Engels considère que la question du logement repose sur la spéculation fondamentalement et que la ville va confisquer les endroits les plus intéressants, les plus luxueux et va expulser du centre-ville les classes laborieuses. Et donc il considère que la question du logement est une question politique fondamentalement et il s'oppose au phénomène de la coopération. Mais je vais revenir sur ces points parce qu'il faut là être assez précis dans cette historique. Alors, qu'est-ce que c'est que la coopération? C'est l'organisation collective, décentralisée et autogérée qui vise à satisfaire l'intérêt général sans nuire aux intentions particulières. Il y a une sorte de velléité de symbiose, si vous voulez, entre l'individu et le collectif. Alors, les grands noms de l'histoire, ou plutôt de la préhistoire du mouvement coopératif, vous les connaissez, mais je crois que c'est pas mal de se les rappeler. C'est Robert Owen, qui est un industriel britannique, qui est aussi un député, qui est le premier à se battre contre l'esclavage blanc, c'est-à-dire le travail des enfants. Et c'est donc, vous voyez, des choses qui sont très importantes dans l'histoire du mouvement syndical et politique. Et puis, ce sont les équitables pionniers de Rochdale, qui est une ville en Angleterre,
où en 1844, 24 personnes vont créer la première coopérative de consommation avec, une carte d'adhésion, avec des petits tickets, pour montrer qu'on consomme bien dans cet endroit-là et ce mouvement-là va, progressivement essaimer. Mais, en France, il y a eu des précédents, en particulier à Guebwiller, en Alsace, en 1828, où a été créée une coopérative de consommation et une boulangerie collective. Vous voyez, donc il y a des expérimentations qui se font comme ça, souvent portées par, un individu et puis ça c'est très fragile, ça peut se pérenniser quelque temps et parfois ça peut aussi tout simplement disparaître. Alors, je vais pas vous je disais à Isabelle que j'allais plutôt axer ma réflexion sur, l'apport de Charles Gide. Alors, on connaît tous son neveu, André Gide, mais on connaît moins Charles Gide, qui était professeur au Collège de France, qui est un économiste et qui est le fondateur de l'école, de Nîmes. Et l'école de Nîmes, c'est la première institution francophone sur la coopération. C'est-à-dire que c'est dans cette école-là qu'on va expérimenter des formes de coopératives diverses et qu'en même temps, on va essayer de la théoriser. Et on va mettre derrière cette idée-là, cette ambition coopérative, 3 formes d'autonomie: l'auto-assistance, l'auto-administration et l'auto-responsabilité. Vous voyez, donc c'est déjà un discours, excessivement construit. Du reste, Charles Gide, qui par ailleurs aussi, prof dans une université populaire, oui, c'est des gens qui se donnent, à l'action politique désintéressée, à quelque chose qui relève du bénévolat et en même temps avec cette conviction que par l'université populaire, comme par l'organisation des formes coopératives, on participe à l'émancipation de chacun. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Ce sont des formes sociales qui valorisent en permanence la confiance qu'on a vis-à-vis de l'autre. Et comme vous le savez, la perte de confiance, c'est quelque chose qui va désagréger le tissu social. Nous le voyons aujourd'hui du reste, hein, en France peut-être plus qu'en Suisse, il y a une méfiance excessivement importante envers le personnel politique, qu'il soit de droite ou de gauche. Et donc il y a une sorte de désintérêt parce qu'on n'a plus confiance dans ceux qui devaient nous représenter. De la même manière, les parents n'ont pas confiance dans leurs enfants. Donc ils en font des enfants d'intérieur, comme vous le savez. Bon, et cetera, et cetera. Donc on voit bien que cette notion de confiance est décisive. Et dans un système associatif, c'est la confiance et l'interconfiance qui est l'élément, qui forme le ciment, si vous voulez, de ces regroupements. Alors, ce Charles Gide va décrire les 12 vertus de la coopération en 1894. Je vais les simplifier, bien sûr. Il y a mieux vivre, payer comptant, épargner sans peine, supprimer les parasites, c'est-à-dire les intermédiaires dans le commerce ou dans la location d'un logement. Supprimer, alors ça je c'est discutable, supprimer les débits de boissons, gagner des femmes aux questions sociales, faire l'éducation économique du peuple, faciliter l'accès à la propriété, renforcer la propriété collective, établir le juste prix, éliminer le profit, abolir les conflits. Vous voyez, donc c'est un ensemble de principes, pour, essayer de partager, de cohabiter, on pourrait dire ça comme ça. Et ce mouvement coopératif, va peiner à s'imposer en France parce qu'il est combattu non seulement par la droite conservatrice, mais aussi par l'extrême gauche collectiviste. Le parti marxiste de l'époque qui est dirigé par, Jules Guesde, donc on appelle ça les guédistes. Eh bien les guédistes vont être, très méfiants vis-à-vis du système coopératif. Ils vont trouver que c'est trop réformateur, que ça protège trop le capitalisme, que ça ne le remet pas en cause et que donc c'est donc une approche réformiste. Pourtant, il y a un leader socialiste très important, Jean Jaurès, qui va être, partie prenante du mouvement coopératif. Il va en particulier à la verrerie, d'Albi, renforcer ce mouvement-là et dans le journal,
des socialistes qui s'appelle l'Humanité, eh bien, il y aura une chronique tous les jours, une chronique sur les coopératives en France. Donc c'est comme si, on voulait, finalement, à chaque fois, illustrer ce qu'était l'ambition coopérative par une réalisation qu'on va trouver dans le Jura, qu'on va trouver, en Normandie, en Bretagne et cetera. Et les 2 auteurs de cette chronique, ça c'est assez intéressant me semble-t-il, sont Marcel Mauss. Marcel Mauss, comme vous le savez peut-être, c'est le neveu d'Émile Durkheim. C'est donc, quelqu'un qui baigne dans la naissance de cette nouvelle discipline qu'on appelle la sociologie et lui-même va être un anthropologue et il est le théoricien du don. C'est vraiment l'apport fondamental de Marcel Mauss, qui va être salué entre autres par Claude Lévi-Strauss, qui va préfacer la réédition du texte de Marcel Mauss plus tard, sur le don. Et le don, c'est une activité humaine très particulière qui, connaît 3 moments: donner, recevoir et rendre. Et le mouvement coopératif, d'une certaine façon, il fonctionne sur cette logique du don. Alors, donner n'est pas facile, recevoir n'est pas si simple. Et rendre est parfois compliqué. Donc vous voyez, c'est une sorte de contre-économie capitalistique qui se met en place avec le don. Parce qu'il y a une sorte de générosité qui est portée par le don et qui fait que si je donne, eh bien, je dois pouvoir, en le recevant, me satisfaire de cela, mais savoir aussi que je deviens dépendant de celui qui m'a donné et qu'il faut que donc que je lui rende. Nous faisons ça dans la vie quotidienne en permanence. Je ne sais pas, pour vous, mais moi je me souviens enfant que j'avais été marqué par, le fait que mes parents, quand on allait dîner chez des amis, apportaient un bouquet de fleurs et une bouteille de vin et quand le mois d'après, on rendait l'invitation, eh bien, les gens venaient avec un bouquet de fleurs ou une boîte de chocolat, ce que je préférais, et une bouteille de vin. Donc on voyait bien que nous étions dans une économie du don, quelque chose qui n'était pas dans la logique des échanges marchands, mais qui nous permettait de favoriser, de renforcer une relation. Parce que l'être humain, je fais une petite référence là-dessus, l'être humain, hem, philosophiquement parlant, il est situationnel, relationnel et sensoriel. Et ça, c'est excessivement important de suivre cette évolution-là, parce que ça change avec les conditions, socio-économiques et techniques de nos sociétés. Donc l'être humain, il est situationnel, c'est-à-dire qu'il est situé. Il est de quelque part. Et il est aussi de telle religion, de telle structure familiale, de telle profession, de telle formation. Donc nous nous situons, nous nous localisons. Et puis nous sommes aussi, relationnels, c'est-à-dire que nous sommes des êtres communicationnel. Nous devons échanger, nous devons parler, nous devons discuter entre nous. Et puis, le troisième point qu'on oublie trop souvent, c'est que nous sommes des êtres sensoriels. C'est parce que nous sentons et ressentons que nous connaissons. Et là, vous voyez, c'est un petit coup sur le cartésianisme, hein. Je pense donc je suis. Oui, oui, peut-être, mais je ressens, alors je suis aussi. Donc, il nous faudra dans l'habitat coopératif ne pas oublier ces 3 dimensions fondamentales de l'être humain. Eh bien, Marcel Mauss contribue à cette réflexion et quand, on pense l'anthropologie, c'est-à-dire la connaissance de l'humain, eh bien, on met en avant ce qui constitue les relations. Et je vous parlais de Robert Park tout à l'heure. Robert Park, il avait un prof à Strasbourg, qui est Georges Simmel. SI2MEL, qui est un philosophe allemand excessivement important, qu'on découvre de plus en plus en ce moment et tant mieux, qui considérait que tout être humain est avant tout un être de liaison. Alors, vous voyez, ça c'est très important. Nous sommes tous des êtres de liaison. Nous passons notre vie à nous lier, à nous relier, à nous délier. Et nous sommes des êtres frontières qui n'avons pas de frontières. Là, je cite Georges Simmel. C'est une très belle formule, très difficile, très difficile. Je l'avais donnée à commenter à plusieurs générations d'étudiants. J'ai arrêté parce que je me suis aperçu que, c'était trop compliqué. Comme ça pour un exercice, d'une que je ramassais au bout d'une heure ou 2 dans l'amphithéâtre, hein.
l'être humain est un être de liaison, est un être frontière qui n'a pas de frontières. Vous voyez, c'est une formule très forte. Pourquoi? Parce que Zimol avait constaté que sans cesse, nous étions en train d'établir des seuils et que le seuil était ce qui permettait le passage d'un dehors à un dedans. Alors, vous voyez, pour la question de l'habitat, c'est fondamental, mais je vais y revenir tout à l'heure. Alors, je reste quelques instants sur ce mouvement coopératif. Eh bien, ce mouvement coopératif, il va être perçu évidemment comme étant plus une évolution qu'une révolution. Et c'est pour ça qu'il y aura toujours des opposants au mouvement coopératif qui voudront, eux, la lutte des classes absolue et donc la suppression de du capital. Or, il y a au XIXe siècle, dans tous les pays occidentaux qui s'industrialisent, quelque chose qui s'appelle l'associanisme. C'est l'associationnisme, pardon. L'associationnisme, c'est l'association. L'asso L'association, qu'est-ce que c'est? C'est la combinaison du capital, du travail et du talent. Derrière cette, ambition, vous avez la pensée de Louis Blanc, la pensée de Charles Fourier, la pensée évidemment de la plupart, des coopérateurs par la suite, bien sûr. Et quelles sont les premières formes de coopération qui vont exister? C'est d'abord la coopération de consommation, puis la coopération ouvrière de production et enfin, bien après, les coopératives d'habitation. Alors, l'habitat coopératif, évidemment, est très précieux parce que, c'est un judicieux, système juridique, comme vous le savez, qui permet d'attribuer à chaque, coopérateur, quelle que soit l'importance de sa contribution financière, la même voix pour les décisions qui sont à prendre. Donc il y a une propriété collective qui est inaliénable et qui, du coup, va freiner ou gêner ou entraver ce qu'on appelle la, spéculation immobilière. Et les coopérateurs, et vous, savez ça mieux que moi puisque vous devez tous et toutes l'être, eh bien, définissent ensemble les qualités de leur logement et adoptent, par exemple, des toilettes sèches, adoptent, le recours aux énergies renouvelables, privilégient des pièces, qui sont mutualisées, par exemple la chambre d'amis, par exemple, la buanderie, par exemple la bibliothèque, la salle de jeu pour les enfants et puis aussi le jardin partagé, la voiture partagée, tout ça, va donner une espèce de ligne de vie, coopérative qui distingue évidemment ce mode relationnel de simplement la location ou la propriété privée, du logement. Il y a une inégalité dans la, généralisation de l'habitat coopératif, évidemment, au monde. C'est en Suède et en Norvège où, en pourcentage, il y a le plus de logements partagés coopératifs. 15 du parc national de logements relève de l'habitat coopératif en Norvège, 17 pour la Suède et 27 rien que pour Stockholm. Et la Suisse est très, très bien placée puisqu'on considère qu'une habitation sur 5 participe à cette économie de la coopération. À Zurich, on considère même qu'il y a 20 des logements qui sont coopératifs. Aux États-Unis, ça existe également. En France, ça peine à avancer, mais ça commence à se développer. Alors, pour moi, évidemment, je dois me poser la question et que je vous pose aussi à vous, c'est est-ce que ce système, inventé et mis en place à la fin du 19e siècle, est encore intéressant au 21e siècle? Alors souvent dans les réunions où je vais en ce moment, on dit: «Ah, et au début du 21e siècle» et alors je lève la main pour dire: «Nous ne sommes pas au début, nous avons déjà un quart du 21e siècle qui est écoulé. Donc il nous en reste que trois quarts et un quart, c'est beaucoup, c'est une génération. Donc ce n'est pas rien, on n'est pas au début d'un siècle, on est déjà bien inscrit dans ce siècle ça là et ce siècle-là, il est, travaillé en profondeur par des transformations technologiques d'une énorme importance dont on n'a pas encore mesuré tous les effets sur les interrelations entre les humains et les interrelations entre les humains et les non-humains. Et donc, je crois qu'il nous faut repenser le système coopératif à partir de notre manière d'écologiser le monde. C'est-à-dire qu'il nous faut écologiser notre esprit. C'est-à-dire qu'il faut que l'on considère l'écologie
non pas comme un parti politique ou une option politique, mais comme une méthode au sens grec de méthodos, avec odos qui est le chemin, qui est la voie du connaître. Et donc l'écologie, c'est la manière de combiner en permanence le processus, l'interrelation et la transversalité. Et ce n'est pas simple du tout, bien sûr, hein. Heu, J'essaie dans mes écrits d'écologiser ce que je raconte, mais souvent je vois que, ben, c'est plus facile d'établir le processus, c'est-à-dire, la généalogie, c'est-à-dire l'inscrire quelque chose dans une histoire, ça on arrive à le faire. Mais, la transversalité, c'est plus compliqué. L'interrelation, on peut y arriver. L'interrelation, c'est le mot magique qu'utilise l'inventeur du mot écologie, Ernst Haeckel, en 1866, un médecin allemand qui, à partir du grec, forge ce terme, hein, oikos logos, connaissance de la maison, connaissance, alors la maison, mais pas au sens d'un habitat, la maison au sens, heu, comment on pourrait dire? Du domaine. Voilà, c'est l'essence, c'est la connaissance du domaine dans lequel les humains vont pouvoir, s'épanouir, se développer. Et donc, là, je suis obligé d'en arriver, et ça me réjouit du reste parce que c'est un thème sur lequel je travaille depuis très longtemps, c'est celui du terme «habiter». Habiter qui est bien plus que se loger. Et donc l'habitat coopératif ne va pas viser simplement à résoudre des questions de logement, mais aura une ambition beaucoup plus importante qui sera de faciliter à chacune et à chacun la possibilité d'habiter. Et habiter, alors là, je vais, mentionner 3 auteurs, je prendrai peut-être un peu de temps pour ça. Le premier, c'est Gaston Bachelard. Gaston Bachelard est un philosophe, qui est curieux parce qu'il est d'un côté un épistémologue, c'est-à-dire un historien de la philosophie des sciences et des techniques. Il va avoir beaucoup travaillé sur la relativité, sur Einstein, en particulier sur la physique. Et puis en même temps, il est l'inventeur de l'imagination matérielle. C'est-à-dire qu'il va prendre en considération les 4 éléments que Empédocle et puis Aristote par la suite vont évidemment finement analyser. Ces 4 éléments, vous les connaissez, c'est la terre, l'air, l'eau et le feu. Dans les cosmogonies orientales, il y a un 5e élément généralement qui est soit le bois, soit le fer. Mais je reste, dans l'approche occidentale, grecque. Les 4 éléments, sont contradictoires en eux-mêmes. Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que, si j'étudie l'eau, eh bien, l'eau, désaltère quand j'ai soif, mais en même temps peut inonder ma maison. Heu, L'air me permet de respirer, mais peut aussi m'asphyxier. Le feu peut me réchauffer quand il fait froid, mais peut aussi incendier, ma récolte. Et puis, le j'ai oublié la terre, oui, la terre me nourrit, mais c'est là aussi où je vais finir enseveli. Donc, un enfant, par exemple, qui manipule dans un terrain d'aventure les 4 éléments, eh bien, finalement, apprend la philosophie, sans le savoir. Et c'est tant mieux. Il n'y a pas besoin de cours de philosophie. On est tous philosophes. Il suffit qu'on observe le monde. La philosophie, vous savez, c'est ce qui est déclenché par l'étonnement. C'est comme ça que Platon l'explique. C'est parce que nous sommes étonnés par quelque chose, parce qu'on se demande pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, que la philosophie, c'est-à-dire le raisonnement, commence. Et donc, un enfant qui prend un peu de terre, qui le mélange dans de l'eau pour faire un gâteau, qui va donner à ses copines et copains pendant le jeu, eh bien, de fait, il va associer des éléments entre eux et il va comprendre qu'il y a une dialectique des choses. Et ainsi, il va cosmosiser son attitude. C'est-à-dire qu'il va s'inscrire dans le cosmos. Et ça, c'est excessivement important. Et donc, ça peut paraître loin d'un 2 pièces ou d'un 4 pièces, mais pas du tout. C'est intimement mêlé à ça. Parce que nous n'habitons pas des mètres carrés, surtout pas. Non, 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 on habite des relations. C'est tout à fait autre chose. Et ces relations sont aussi des relations avec l'imaginaire. Gaston Bachelard, quand il écrit 5 livres sur les 4 éléments, parce qu'il en consacre 2 pour la terre, si je puis dire, un gros morceau, et puis un autre sur l'eau, et cetera. Bon, eh bien, il publie ensuite La poétique de l'espace en 1957,
qui est un livre majeur, dans lequel il va définir la topo-analyse. Et puis, dans ce même livre, il aura cette formule que le logement, n'est pas un corps de logis, mais un corps de songe. Et ça, c'est excessivement important. C'est-à-dire que l'habitation de chacun d'entre nous correspond à un archétype qui est la maison natale. Et cet archétype comprend une cave, des étages et un grenier. Et même si je loge en un appartement, j'ai dans ma tête cet imaginaire-là. La cave, c'est le lieu des interdits, c'est le lieu, en même temps des secrets. Nous avons besoin de secrets, bien sûr. Et puis, les étages, c'est cette espèce de hardiesse de l'escalier, comme disait Bachelard, c'est-à-dire, c'est cette espèce d'ascension de l'être humain. L'être humain, il dort allongé, mais il se lève le matin. Et se lever, c'est s'autonomiser. N'oubliez pas la strophe importante de ce chant révolutionnaire de l'Internationale: «Debout les damnés de la terre». Il faut se lever, il ne faut pas être courbé devant celui qui vous donne des ordres. L'émancipation, la liberté, c'est précisément de se dresser. Et puis en même temps, le grenier. Le grenier, c'est là où on entasse toutes les vieilleries des précédents habitants et c'est avec ces vieilleries-là, eh bien, qu'on va, inventer des choses, jouer, et puis qu'on va, finalement déclencher la rêverie. La rêverie est très importante chez Bachelard. Il n'y a pas de réel sans imaginaire et transformer la réalité, c'est d'abord imaginer une autre réalité. Et donc c'est comme ça qu'on peut progressivement changer peut-être notre façon, d'être. Alors le deux c'est très important Bachelard pour, la philosophie de l'architecture ou de la ville. Alors il est urbanophobe, c'est-à-dire qu'il n'aime pas la ville. Il écrit à plusieurs reprises, hein, que celle-ci est bruyante, que il aime pas les immeubles, enfin, parce que justement, elles échappent aux éléments et il perçoit ça. Il dit, «Si je suis dans un appartement d'un immeuble parisien», parce qu'il a vécu un peu à Paris, place Maubert Mutualité, ben, il se disait: «Oui, mais là, je j'entends pas le vent, je perçois pas la pluie, ni le soleil, donc je ne peux pas vraiment être moi-même». Par contre, dans ma maison, à Barcerode ou à Dijon, où il a aussi vécu dans une maison individuelle avec jardin, là, il percevait ces choses-là. Il faut qu'il sente que l'escalier, est en train de jouer, qu'il on communique avec, les choses aussi, parce que nous vivons parmi elles et pour pouvoir vivre parmi les choses, il faut pouvoir les entendre, les toucher et puis, s'étonner de leur incroyable diversité. Le deuxième philosophe, qui est très controversé, je vous l'accorde, c'est Martin Heidegger. Nous sommes en 1951 à Darmstadt. Il y a un colloque sur l'homme et l'espace. Il y a des psychologues, il y a des médecins, il y a des architectes, bien sûr, et puis il y a, Martin Heidegger. Et il va prononcer une conférence qui est intitulée «Bâtir, habiter, penser». Il saisit les 3 verbes, qui sont 3 actions, en même temps, ensemble, sans les hiérarchiser. Bâtir, habiter, penser. Il se trouve qu'en allemand, ces 3 mots ont des parentés étymologiques, ce qui n'est pas le cas en français. Et Martin Heidegger, dans son discours, je rappelle 51, il dit: «Il n'y a pas de crise du logement». C'est assez culotté parce que l'Allemagne a été bombardée, avec rage, j'allais dire. Même quand le Reich avait perdu, on a quand même largué des bombes et détruit, des villes à 60-80. Et donc en 1951, il y a encore des appartements qui sont réquisitionnés, il y a encore des campements de toile et cetera. Donc, il y a vraiment une crise du logement, toute la presse en témoigne. Et puis les gens qui veulent habiter dans des logements et qui les réclament. Et Heidegger dit: «Non, non, il y a pas de crise de du logement» et puis il doit se rendre compte que le public n'est pas très content de ça. Il dit: «Si, si, bien sûr, il faut créer des nouveaux logements, il faut en produire, mais le vrai problème n'est pas là», dit-il. «Le vrai problème, c'est que nous ne savons plus habiter». Alors là, c'est important parce que, tout à coup, il ne s'agit pas de nous donner, simplement, quelques mètres carrés, comme je disais tout à l'heure. Et depuis quand
on ne sait plus habiter, il pose la question, il dit: «Ce n'est pas la guerre qui a provoqué ça, ni la Première Guerre mondiale non plus, c'est bien avant, c'est avant que la technique devienne le point central du productivisme». C'est-à-dire que c'est la fin du XVIIIe siècle. C'est l'introduction du machinisme et c'est, l'industrialisation qui va être à l'origine de cette perte de possibilité d'habiter. Alors habiter, qu'est-ce que c'est pour lui, pour Heidegger? C'est être présent au monde et à autrui. Alors je n'ai pas le temps de reprendre chacun de ces termes longuement, mais, être, bon, être c'est, dans la philosophie occidentale, le concept fondateur, hein. La philosophie grecque se constitue sur l'ontologie, c'est-à-dire la connaissance de l'être. Nous passons notre temps à comprendre l'être des choses. Quelle est, la fauteuilité du fauteuil sur lequel vous êtes installé? Quelle est, la microïté du micro, et cetera? Quelle est l'humanité de l'humain? Voilà. Quelles sont les qualités spécifiques, l'essence, si vous voulez, de ces êtres? Ça, c'est une question philosophique que les Grecs ont posée et que Heidegger et d'autres, et Bachelard aussi, de manière plus phénoménologique, vont également examiner et étudier. Présent, c'est parce que nous nous inscrivons toujours dans une temporalité et que c'est nous, êtres humains, qui attribuons au temps sa propre définition. Le temps n'existe pas. Le temps n'a pas de définition. Ce qu'on peut simplement dire, c'est qu'il y a temps. Et ce temps, c'est nous, par nos actions, qui lui donnons son sens. C'est pour ça que on peut toujours le mesurer, le temps, avec une horloge ou une montre à son bracelet. On peut toujours à son poignet, pardon. On peut toujours, croire qu'une journée est faite de 24 heures. Mais à dire vrai, nous savons, dans notre vécu de ce temps, que les heures ne sont pas égales entre elles. Une heure d'attente d'un résultat scolaire ou médical peut être très long. Une heure en bonne compagnie peut être très court. Donc il y a une hétérogénéité des temps. C'est pour ça que je réfléchis beaucoup au lien entre temporalité et territorialité. Nous habitons des territoires, mais aussi des temporalités qui sont liées à ce que nous faisons dans ces territoires. Et c'est pareil pour définir évidemment un habitat coopératif. C'est quels seront les temps coopérateurs, si je puis dire. Et donc, Bat Heidegger, dont je reviens à cette formule, être présent au monde et aux autres. Au monde, c'est parce que, le monde, c'est ce qui c'est ce qui résulte de notre, compréhension des choses. Du reste, un être humain ne vient pas ne naît pas comme un petit chiot ou un petit chaton, il vient au monde. C'est l'expression qu'on utilise, venir au monde. Et nous venons au monde, chacune et chacun d'entre nous, pour apporter au monde notre propre monde. Et notre propre monde, c'est ce monde qui combine un imaginaire et une réalité. J'ai pas mal travaillé sur, les grands oubliés des villes que sont les enfants. J'ai écrit un livre qui s'appelle «La ville récréative» et puis un autre qui s'appelle «Pays de l'enfance». Heu et j'ai donc été dans plusieurs classes, parler avec les enfants, faire de la philosophie, dans des avec des enfants de 8 ans, 9 ans et puis, je me souviens d'une classe, j'arrive et l'institutrice, me les présente, comme ça, sans les avoir réunis encore. Elle dit: «Bah, tu vois, vous voyez là-bas, heu, c'est Isabelle, vous voyez là-bas, c'est Pierre, vous voyez là-bas, c'est ah et puis alors lui là, ah bah, lui il est dans son monde». Il était un peu à part, il était un peu isolé, mais content. Alors je lui dis en baissant la voix: «Il est dans son monde, ça doit être un bon élève». Pourquoi? Parce qu'un enfant est un faiseur de monde. Il faut qu'il aille toujours voir ailleurs s'il s'y trouve. Et donc il est un chercheur d'or. J'ai appelé l'enfant d'un chercheur d'or. HORS, hors de son corps, hors de sa famille, hors de son habitat, hors de sa ville. Nous sommes toujours hors, pour mieux être dans et parmi. Donc Heidegger, c'est ça. C'est habiter, c'est être présent au monde et à autrui. Autrui,
c'est le terme le plus difficile de la philosophie occidentale. C'est l'altérité, c'est l'autre, à soi-même dissemblable. L'autre dont je ne comprendrai pas toujours ce qu'il fait, ce qu'il ressent, ce qu'il pense. Il y a un inconnaissable qu'on ne peut pas dépasser et ce n'est pas grave. Moi qui suis athée, je ne saurais jamais, ce qu'est la prière pour un musulman, ce qu'est le pardon pour un juif ou ce qu'est la communion pour un chrétien. Mais c'est pas grave, ça m'empêche pas du tout de les respecter et d'imaginer qu'ils respectent le fait que je sois un affreux mécréant. Donc, Heidegger va avoir cette idée que l'habiter est quelque chose qui possède fondamentalement une dimension existentielle. Ce qui veut dire que l'habitat ne peut pas être simplement fonctionnel. Il doit être aussi existentiel. Et le troisième auteur que je voudrais évoquer maintenant, j'ai eu la chance de très bien le connaître, donc je dis une chance parce que vous allez voir, il s'agit d'Ivan Illich. C'est un penseur majeur, me semble-t-il, et de la même manière que Heidegger a été culotté de dire qu'il n'y a pas de crise du logement, Heide Ivan Illich est invité par, le RIBA, le Royal Institute of British Architects, pour fêter ses 150 ans. Donc c'est une vénérable institution d'architectes et en 1984, Ivan Illich arrive et il dit à ses architectes, dans sa conférence qu'il a titrée «L'art d'habiter», que ça concerne absolument pas les architectes, que les architectes devraient s'occuper de ce qui les regarde, mais surtout pas de ce qu'est habiter. C'est quelque chose qui n'a rien à voir et que, je reprends là, je l'ai sous les yeux, sa conférence. Il dit: «Habiter, c'est demeurer dans ses propres traces, laisser la vie quotidienne écrire les réseaux et les articulations de sa biographie dans le paysage». Vous voyez? Là, on est dans quelque chose qui apparemment est très éloigné de, «Ah bah, alors, il faut des doubles vitrages, il faut, tel type de de décoration, il faut, tel type d'équipement ménager». Non, en même temps, oui, parce que, c'est inscrire dans sa vie quotidienne ces différentes ces différents moments et éléments constitutifs de sa propre biographie. Ce qui fait que, beaucoup de gens n'habitent pas. Ils sont dans un mal-être. Et non pas parce qu'ils seraient mal logés. Non, non, il y a des gens qui peuvent avoir des châteaux, des hôtels particuliers, mais qui n'habitent pas. Parce que habiter, c'est précisément établir ces interrelations dont je vous parlais tout à l'heure. Il nous faut donc être complices de tout ce qui se déroule en permanence devant nous. On peut on habite, je vais le terminer comme ça, quand on peut nommer ceux avec qui et quoi l'on chemine. Avec qui et quoi on fait monde. On habite une colère tout comme une espérance. On habite un sentiment tout comme un travail bien fait. On habite des mots qui agencent une musique secrète. On habite un corps dont les gestes forment un alphabet qui parle à tous. On habite un silence tout comme la répétition du temps. On habite une habitude d'être tout comme un parcours initiatique. Ainsi, habiter s'inscrit dans la langue. Habiter ne s'apprend pas. Habiter se bat contre d'innombrables dispositifs: logement social, transport, école, hôpital, tourisme, usine, gated community, big data, algorithmes, qui visent à appauvrir le monde de chacune et chacun, tout en le subordonnant à la logique consumériste. Habiter démultiplie l'autonomie de tout individu, au point où celui-ci s'étonne de son existence parée des couleurs de l'arc-en-ciel. Je vous remercie. Ben, merci beaucoup Thierry Paco. Hem, je ne sais pas si vous vous êtes fait des amis architectes dans l'assemblée, mais en tout cas, ouais, moi j'ai trouvé ça passionnant. Ça m'a rappelé mes années, de lycée, et de terminale, en philosophie. C'était un cours accéléré, vraiment,
Passionnant en tout cas moi j'ai trouvé. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires à faire? Ou bien vous osez pas vous lancer? Non? Oui? Monsieur Rossio. Oui, bonjour, c'est Thierry Éric Rossio de la CODA. On a eu l'occasion de faire le jury de Presinge ensemble. Et là, tu nous as dit, il faut penser comme un arbre. Je l'ai noté, je l'ai redit, mais qu'est-ce que tu voulais dire en fait? C'est ma question. Eh, Qu'est-ce que ça veut dire penser comme un arbre? alors c'est un clin d'œil à Aldo Leopold, qui est un forestier nord-américain, heu, qui est aussi quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le wilderness, sur la solitude. Et donc Aldo Leopold avait écrit un livre qui s'appelle, Almanach du comté des sables, dans lequel il y a un chapitre intitulé, «Penser comme une montagne». C'est pour ça que du coup, je l'ai dépliqué, dupliqué pardon, pour penser comme un arbre et penser comme une rivière, penser comme un parking. C'est aussi possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, heu, nous ne pouvons pas agir, par exemple, en détruisant une forêt ou en supprimant, un arbre parce qu'il nous gêne pour, faire ceci ou cela dans la ville, parce que cet arbre a aussi sa présence sur terre. Et donc, pour le dire plus concrètement, heu, si je veux, installer, un téléphérique sur une montagne ou un restaurant avec une vue panoramique, il faut que je questionne la montagne. «Veux-tu une remontée mécanique?» Si la montagne me répond: «Non», alors je n'en fais pas. Eh bien, c'est pareil pour la ville et l'arbre. Même si l'arbre, moi j'ai des très beaux arbres devant moi là, dans la campagne où j'habite et il y en a un, j'aime beaucoup, je lui parle, régulièrement, mais j'ai l'impression qu'il ne me répond pas vraiment. Et donc des fois je suis un peu embêté. Mais je me dis, il faut dépasser ce moment de, d'autisme, j'allais dire, de l'arbre, parce que l'arbre nous offre tant par sa majesté, par son ombrage, par son écorce, par sa présence tout simplement, qui nourrit notre imaginaire. Donc penser comme un arbre, c'est dire et du reste beaucoup de gens, je pense à Hundertwasser, mais vous en connaissez d'autres architectes, talentueux, qui ont intégré à leur propre projet d'architecture, les arbres qui étaient là. Alors il y a des architectes ou des faiseurs d qui arrivent et qui disent: «Bon, bah, là, je supprime tous ces arbres et puis je fais table rase», comme on dit, et je vais pouvoir construire mon truc bien, tranquille. Et puis d'autres, ils disent: «Oh là, non, non, il y a des arbres là qui sont centenaires, hem, ils appartiennent au ce paysage, il faut que ma maison s'intègre dans ce paysage-là». Alors ça devient presque, une un challenge. Il faut que je fasse avec. Et ça, c'est la posture de l'être humain, comme je disais tout à l'heure. Nous devons être avec et parmi. C'est très difficile d'être les 2. Être avec les arbres, avec, le dénivelé de ce terrain, avec, en même temps, les éléments qui s'accordent à cette, géographie-là. C'est, supprimer des arbres, c'est effectivement supprimer une partie de la solution de notre manière d'être au monde. Je sais pas si j'ai bien répondu, mais Il n'y a que toi qui pouvais répondre. D'autres questions, remarques? Oui? Oui, merci beaucoup ça m'a rappelé beaucoup mes cours à l'université en sociologie avec les travaux de Mauss et justement, cette question du don et du contre-don qui est extrêmement important dans l'habitat, important dans les villages, dans les quartiers. Aujourd'hui, on habite plutôt dans les villes, dans les immeubles où il me semble qu'il y a quand même une espèce de repli sur soi. Alors, il y a eu un exemple ce matin dans collectif d'habitat où il y a cette idée de don, il y a cette idée de bénévolat. Mais est-ce qu'aujourd'hui, finalement, pour revenir à on t'a dit ce matin, est-ce que le logement est un bien public et ne devrait pas être un objet spéculatif, mais est-ce qu'on n'est pas justement à créer cet aspect économique qui fait que finalement on coupe cette idée du don et du contre-don et comment aujourd'hui on pourrait réhabiliter un peu ça dans notre société?
Oui, alors là, vous avez absolument raison et c'est pour ça que l'habitat coopératif m'intéresse beaucoup. C'est parce qu'il vient en opposition avec, la spéculation immobilière. Je donnerai un exemple que j'ai pas mentionné, qui moi me passionne beaucoup, c'est la cité Jardin de Ebenezer Howard en 1903. Il crée la première cité jardin à Letchworth. Il se trouve qu'elle existe toujours et j'ai rencontré un des maires de Letchworth qui avait été maire, Philippe Ross, qui a été maire, en 2006 à 2010, je crois. Et il me disait que, sauf durant la petite période de Thatcher, qui avait permis aux coopérateurs de s'approprier des choses qui étaient du commun, l'ensemble des terres qui étaient réservées à l'agriculture, ont été maintenues. Donc il y a quand même eu la possibilité de pérenniser l'acquis, coopérateur de la cité jardin. Et donc, là, ce que vous dites est tout à fait juste, c'est que je ne l'ai pas évoqué parce que je j'ai tellement écrit sur l'urbain que je voilà, je reviens pas à chaque conférence dessus, mais vous avez raison. On n'habite plus, on ne réside plus dans un petit village ou un lotissement, on est dans quelque chose qui, à l'échelle planétaire, s'appelle l'urbain. Et l'urbain est la négation des villes et la négation des campagnes. Il y a, un urbain généralisé, qui va en même temps, homogénéiser nos paysages. Et alors moi, j'avais appelé ça des désastres urbains dans un de mes livres et je prenais un certain nombre d'exemples comme le centre commercial, le grand ensemble, la gated community, la tour, ou le gratte-ciel sont pour moi évidemment des anomalies qui viennent, briser, l'urbanité. Et lorsque j'ai dû rééditer ce livre, 5 ans plus tard, j'ai voulu l'actualiser et je me suis aperçu que tout ce que j'avais dénoncé comme étant des désastres urbains, s'était démultiplié. C'est-à-dire que jamais on n'avait construit autant de centres commerciaux au monde. J'avais même découvert avec tristesse que, des jeunes Turcs offraient à leurs parents pour leurs 40 ans de mariage ou leurs 30 ans de mariage, un voyage organisé des centres commerciaux turcs. Donc, vous passiez, 5 jours d'un centre commercial à un autre, qui sont de plus en plus grands, qui sont équipés de pistes de ski, qui sont équipés d'aquariums, enfin, des tas de choses comme ça. Et là, vous vous dites: «C'est pas possible quand même». Bah si, c'est possible. Et puis, j'étais parti en guerre contre les gratte-ciel parce que le gratte-ciel, c'est une impasse en hauteur. Il faut jamais oublier ça. Et et bien, aujourd'hui, en 2025, on va inaugurer 3 gratte-ciel de 1 000 mètres de haut, c'est-à-dire 1 kilomètre. Et là, évidemment, ça n'a pas enfin, pour moi, ça n'a pas sans compter évidemment que ce seront des constructions énergivores. Parce que le béton, très sophistiqué, le vitrage absolument remarquable et l'acier qui sont utilisés sont énergivores. Le bâtiment, avant même d'être, avec ses occupants, déjà est beaucoup plus cher que toute habitation autre. Donc sans compter qu'ensuite, on fait que monter avec ce truc débile qui s'appelle l'ascenseur, qui est le premier moyen de transport au monde. 100 millions de d'allers-retours en ascenseur par jour en France. C'est considérable. Bon et donc malgré les pannes et cetera. Donc on a là quelque chose et l'ascenseur, j'avais eu un débat avec, un architecte que vous connaissez qui s'appelle Jean Nouvel et qui évidemment lui construit des tours et qui considère que l'ascenseur était le nouvel espace public. Et j'ai été dépité, j'ai quand même réagi, mais j'ai pas trouvé les bons arguments parce que je savais plus trop quoi dire. Heu, moi, je n'ai simplement pu témoigner que, quand je prenais très rarement un ascenseur, je rentrais, je disais: «Bonjour», personne ne me répondait, tout le monde était à son portable. Donc si c'est ça un lieu public, alors on est mal barré, évidemment. Et quand je sortais de l'ascenseur, comme quand je sors d'un centre commercial, je dis: «Au revoir» et personne ne me répond. Je crois qu'on a encore 2 questions. Je propose qu'on fasse ces 2 questions puis qu'on s'arrête malheureusement là parce qu'après il y a la pause, dînatoire qui nous attend et puis votre petit coup de blanc vous. Hein, c'est ça? Exactement, à votre Voilà. sujet. Alors je donne la parole à Marie Glaser qui est de l'Office fédéral, du logement. Merci, c'est pas une question, c'est plutôt je voulais juste
ajouter une autre pensée. Ça vient de la philosophie féministe qui a ajouté cette notion de pensée en relation. Ça veut dire pas hiérarchique, mais en réseau. Et c'est une philosophie de caring. Je ne peux pas traduire, mais c'est l'idée de caring for, caring with, caring about. Ça veut dire que on s- l'être humain ne se prend pas la première place. Alors, c'est une raison d'être des acteurs humains et non humains, les arbres et les humains. Et c'est pas hiérarchique. Alors ça, pour une écologie qui on doit penser pour le 21e siècle, c'est plutôt penser en réseau, pas en hiérarchie, et prendre soin dans 5 dimensions. Ça, c'est la philosophie féministe que je voulais ajouter ici. Oui, alors vous avez absolument, raison. Dans L'Art d'habiter, Ivo Illich, qui a écrit Le genre vernaculaire, un livre, qui à l'époque avait été, détesté par les féministes universitaires, qui avaient comparé ce livre à Mein Kampf, ce qui est quand même assez gonflé. Heu, Aujourd'hui, les Émilie H, Maria Miss et cetera, citent Illich, en référence. Parce que déjà à cette époque-là, nous sommes en 73, il évoque le care. Donc le prendre soin, ce qu'on appelle aussi la bienveillance, et là vous avez raison, c'est une notion très, très importante. Mais il ne faudrait pas, c'est un danger, il ne faudrait pas considérer que les femmes seraient, les plus à même de pratiquer le care, parce que ce serait les enfermer dans les métiers de l'aide à la personne, qui sont très peu valorisés, très mal payés et qui sont effectivement, excessivement, harassantes comme activité. Donc il faudrait donner, alors c'est pour ça que moi en français, mais j'ai écrit à Joanne Tronto, qui est une des théoriciennes du Caire, pour lui dire que, hem, est-ce qu'elle accepterait qu'on traduise prendre soin par ménagement? Et alors, évidemment je lui ai expliqué ce que ça voulait dire en français et elle m'a répondu: «Oui». Donc j'ai la bénédiction d'une écoféministe, on peut traduire care par, ménager. C'est-à-dire par cette activité du prendre soin et je crois que c'est très important parce que, heu, alors c'est aussi toute une manière de repenser l'histoire des femmes. Puisque à un moment donné, on a quand même inventé, il faut quand même le faire, on a inventé aux États-Unis la ménagère. Je raconte tout ça dans mon dernier livre, L'amour des lieux, heu, parce que dans L'amour des lieux, j'essaie de mettre en avant la topophilie, qui est une notion que Bachelard avait mis en avant dans La poétique de l'espace, c'est-à-dire l'amitié du lieu. Mais je me suis aperçu qu'il y avait aussi, une topophobie. Il y avait une peur des lieux, il y a des lieux qui sont anxiogènes et puis il y avait eu des topocides. Il y a des lieux qu'on assassine. Alors évidemment, on pense, aux lieux qui sont contaminés par, la radioactivité, Tchernobyl, Fukushima et j'avais déjà rendu le manuscrit de mon livre lorsque, il y a eu cet acte absolument, indigne du gouvernement des talibans qui voulait murer les fenêtres pour qu'on ne puisse pas voir les femmes à l'intérieur de la maison. Ça, pour moi, c'est devenu, j'ai écrit un article dans l'Esprit, du coup, c'est devenu un topocide. Un pouvoir masculin qui prive toute femme, comme tout homme du reste, de la possibilité de regarder à l'extérieur, c'est-à-dire d'assurer un enfermement, est un acte qui est, inqualifiable. Si, on peut le qualifier de criminel. Une dernière question? Merci d'abord, Christophe Brunet de la coopérative Équilibre, pour cette, stupéfiante stimulation neuronale, hein. Et j'ai malheureusement une question qui est peut-être un peu, longue pour, enfin la question pas, mais la réponse pour le temps qui nous reste, mais tant pis, je la pose quand même. Vous avez dit à un moment donné que le système coopératif qui est né au 19e, comment est-ce qu'il peut encore être intéressant ou pertinent maintenant qu'on est déjà au premier quart du 21e?
Heu, en quelques, phrases, hein, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cette économie coopérative puisse prendre plus d'ampleur et soit, disons, plus largement, partagée, hein, que, l'économie, capitaliste dont, je dirais le péché originel est la maximisation du profit, hein. Bah, Vous avez 1 minute. je peux pas répondre évidemment, longuement à votre question, elle est passionnante et par ailleurs, je compte sur vous, heu, coopérateurs pour m'éclairer, davantage. Non, je crois que la possibilité, de d'assurer à cette réflexion sur la coopération, comme vous le savez, c'est une notion que, Piotr Kropotkin examine dans son livre qui s'appelle «L'entraide» et il oppose la coopération à la compétition. Eh bien, je crois que, il nous faut, dans notre vocabulaire, dans la langue qu'on utilise tous les jours, essayer d'utiliser ces mots contre d'autres mots et donc si, là aussi, c'était Ivan Illich qui m'avait conseillé d'écrire sur un petit carnet tous les mots toxiques. C'est-à-dire tous les mots qui ne veulent plus rien dire. Développement durable, résilience, oui, inclusion, je prends des vocabulaires, très très technocratiques en France que toute personnalité, qui a des responsabilités utilise en permanence, au point où ça veut strictement rien dire. Donc il nous faut, je crois, commencer par, nous assurer de la pertinence de notre vocabulaire. Ça, c'est un premier point et dans ce cas-là, effectivement, montrer que le système coopératif est une manière, une alternative, disons-le franchement, à, participer à l'émancipation des gens, c'est-à-dire à leur assurer une plus large autonomie, sans utiliser les mécanismes du marché. D'une certaine manière, c'est revenir à une économie vernaculaire qui, met en avant le commun. Et donc ça, je crois que c'est des choses qu'on peut entendre, quelle que soit, notre place dans la société. C'est pas une question de bac plus 2 ou je ne sais pas quoi, c'est des choses qui parlent vraiment, à une population très, très composite. Parce qu'il nous faut faire avec une population composite. Ça, je crois que c'est très important. Très bien, je vous remercie infiniment, hein, pour tous ces échanges très stimulants comme vient de le dire, Christophe. Je vous propose de vous rendre au lobby pour l'apéritif dînatoire et puis nous serons là, nous nous donnons rendez-vous à 13h45. Encore un grand merci et on vous applaudit bien fort. Merci à vous et très bonne santé à chacune et chacun.